Le carnaval de Nice, le deuxième plus important carnaval du monde après Rio, a son historienne et sa conseillère artistique depuis de nombreuses années. Annie Sidro est issue d'une lignée de carnavaliers depuis 1897. Son grand-père et son père ont été parmi les plus importants créateurs de chars de carnaval et de parades. Poursuivant des études d'histoire, ses professeurs lui ont naturellement demandé de travailler à une thèse qui approfondirait et mettrait en relief les spécificités du carnaval niçois. Sa thèse s'est transformée en ouvrage de référence et Annie est devenue la mémoire du carnaval de Nice, mais aussi de tous les carnavals du monde auxquels elle a été souvent invitée à participer. C'est la première photo prise de moi avec mon père au carnaval. Et je ne me doutais pas que j'allais vivre une grande histoire avec le carnaval de Nice, mais aussi avec le carnaval de Rio. Je suis née dans une famille qui est la plus ancienne actuellement du carnaval de Nice, puisque mon grand-père a été carnavalier dès 1897. Il a d'abord été groupiste, il a suivi un peu à ce moment-là, le cheminement, le cursus que devait suivre un carnavalier. D'abord savoir sculpter, réaliser sa grosse tête. Ensuite, il pouvait faire un groupe et puis ensuite il pouvait obtenir un char. Et mon grand-père a eu la consécration suprême, c'est qu'en 1921, il devient le constructeur officiel du char de Sa Majesté Carnaval. Malheureusement, il va décéder 2 ans plus tard, mais ses fils vont tour à tour prendre la relève. Et c'est ainsi que, de 1921 jusqu'à 1980, qui est l'année de la mort de mon père, le char de Sa Majesté Carnaval a été réalisé tour à tour par mon grand-père Alexis, mon oncle César, Ernest aussi, et aussi mon cousin Germain, le fils de César, et mon père Alexandre Sidro, qui ont tour à tour réalisé le char du roi en relation, en collaboration étroite avec le grand imagier, le plus grand imagier de l'histoire du carnaval, Gustave Adolphe Mossa. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir rencontrer Gustave Adolphe Mossa en 1964, et j'avoue qu'il m'avait accueilli à bras ouverts en évoquant la longue collaboration qu'il avait eue avec ma famille. Il remonte au Moyen-Âge. Dès 1294, le comte de Provence, Charles le duc d'Anjou, vient passer les fêtes du carnaval dans sa bonne ville de Nice. Et c'est comme ça qu'on est sûr qu'il y a un carnaval dès cette époque-là. Et il se passe dans les rues étroites de la vieille ville. C'est une fête avec des bals masqués, et jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est vers 1860, au milieu du XIXe siècle, que le carnaval va se transformer et que l'on va créer un carnaval, un comité des fêtes, un comité du carnaval, avec un défilé de chars, des cavalcades, des mascarades. Et le premier organisateur de ce défilé, c'est Alexis Mossa, qui était à cette époque-là déjà le conservateur du musée Chéré. Alexis Mossa va d'abord mettre en scène l'arrivée du carnaval. Parce qu'en fait, on a la création du comité des fêtes en 1873, avec une distribution pour les chars, de prix pour les chars, pour les cavalcades et les mascarades. Mais le roi, c'était un vulgaire polichinelle, un petit polichinelle tout timide, qui va prendre de l'importance en 1882. Brusquement, en 1882, Nice est en pleine expansion touristique. Nice est la ville la plus importante du monde de villégiature hivernale. On a des princes, on a des rois, on a aussi les chemins de fer, les PLM. On vient à Nice, passer l'hiver à Nice. Le président du comité des fêtes, à cette époque-là, est le beau-frère du président de la République. Du coup, on ne peut plus se contenter d'un roi polichinelle. On va créer, et c'est Alexis Mossa qui va l'inventer, on va créer le char officiel
de Sa Majesté Carnaval, un premier triboulet qui va arriver dans la ville de Nice un jeudi 14 février 1882. On va lui remettre les clés de la ville et il va défiler. Il y aura un cortège d'ouverture pour le défilé de Sa Majesté. Donc Alexis Mossat crée le char officiel du roi. Il va aussi créer les bandes dessinées, des albums de carnaval qui sont de véritables bandes dessinées, qui étaient un témoignage exceptionnel sur les chars. Et elles vont disparaître malheureusement en 1979. Alors en fait, Alexis Mossat a aussi créé quelques chars au début. Notamment, il avait fait un char de la folie, il avait eu l'idée d'un char de la folie, un char fumisterie qui s'appelait, où c'était des chats qui étaient des véritables diables. Et aussi d'autres chars symboliques comme celui du fameux chou magique. Pour cette fin du XIXe siècle, nous avons la chance d'avoir un film tourné par les Frères Lumière en 1897. C'est au début du XXe siècle que le fils d'Alexis, Gustave Adolphe Mossat, prend les rênes du carnaval. Gustave Adolphe Mossat, qui était très proche de son père, va commencer à proposer des maquettes. Et c'est comme ça qu'on les appelle des imagiers. L'imagier, c'est celui qui dessine des maquettes, les aquarelles, des projets de chars de carnaval. Et le carnavalier, c'est le constructeur, c'est celui qui va construire le char, après le dessin de l'imagier. Et c'est comme ça que Gustave Adolphe Mossat va créer des milliers de maquettes, de projets. Alors, bon, pour les chars officiels, c'est lui qui imposait son thème, ses projets, et le carnavalier, donc les Cidreaux, devait exécuter les projets de Mossat. Mais il y avait une telle osmose, une telle admiration. Je vois mon père, quand il recevait les maquettes de Mossat, que ça ne lui posait absolument aucun problème. Et là, je dois dire que mon père a été le fidèle exécutant de ces couleurs, des couleurs des maquettes de Gustave Adolphe Mossat. Et on peut dire que c'est passé dans l'identité du carnaval, dans le patrimoine. Et les carnavaliers, d'ailleurs, le reconnaissent. Les carnavaliers, quand on essaye ensemble de définir qu'est-ce que l'identité du carnaval niçois, notamment il y a ce respect, cette importance des couleurs héritées de l'art de Gustave Mossat, de l'art aussi, de la façon dont Alexandre Cidreau a réussi aussi avec l'art de la fresque, parce que c'est aussi un style particulier dans les peintures des chars de carnaval, à transposer cet héritage de Gustave Adolphe Mossat. Ce qu'il faut retenir, et ce qui m'a toujours impressionné, fasciné, c'est ce mélange de culture, de l'imagier, que ce soit Alexis et surtout Gustave Adolphe, qu'il mettait dans la création de ces maquettes de carnaval. Il y avait à la fois tout un pan de l'histoire antique. Et Mossat lui-même disait, il se basait sur les Saturnales et Lupercales. Il m'avait donné une série de documentation là-dessus. Donc, il connaissait par cœur les légendes, les mythes. Et il y avait toujours des sujets ayant trait à la mythologie. Plus, il ajoutait son grain de culture locale. En 1914, Carnaval, c'est Persée qui vient de vaincre Méduse. Et il s'arrête à Nice pour manger un ravioli. Alors au bout de sa fourchette, il a le ravioli. Après, il a fait beaucoup de chars sur la cuisine, la gastronomie niçoise, la soc, les joueurs de la fameuse Vespe. C'est une mine, ces Mossat-là, c'est une mine sur notre patrimoine. Et ce mélange de culture, de grande culture, de culture locale, plus aussi, il faisait allusion à la culture moderne, vers la fin de sa vie, il est mort en 1971, et les Beatles étaient en plein apogée. L'année où il y a eu Carnaval, Roi de la musique, il a fait le char des Beatles, des Beatniks, etc. C'était toute une ouverture,
Et pendant des années, un demi-siècle, on a connu le Mossad du carnaval, le Mossad qui travaillait étroitement avec Francis Gag, grand chantre du folklore niçois, et personne, tout le monde ignorait le Mossad symboliste. Comme aime à dire le Clésio, c'était le Gustave Klimt niçois. Jean-Marie Gustave Le Clésio a dit récemment à une émission à la radio que quand il allait au musée Chéré et qu'il avait découvert la salle qui montrait les Mossad du carnaval, il regrettait profondément que ce Mossad imagier du carnaval ne soit pas connu, parce qu'il mérite vraiment d'entrer par la grande porte, qu'on lui donne toute l'audience qu'il mérite et qui est une richesse du patrimoine niçois. J'ai toujours été convaincue, dès mon enfance, que le carnaval était un art populaire. Alors on parle de l'art brut, on parle de l'art naïf, qui sont reconnus, mais là, l'art du carnaval, les arts du carnavalesque doivent aussi avoir leur place. On les a trop considérés comme de l'artisanat, et donc un art mineur, un art populaire mineur. Et donc là, je défends à la fois le folklore, les arts du carnaval, et aussi, ça a été passionnant à plusieurs reprises, pas souvent, mais on a eu des rencontres avec des artistes contemporains, notamment de l'école de Nice, et aussi les caricaturistes actuels. On est en pleine... on vit actuellement un tournant intéressant, parce qu'on essaye de trouver une identité au carnaval niçois entre ce fond de patrimoine et la modernité actuelle. Le savoir-faire des carnavaliers niçois a été inscrit au patrimoine immatériel français. Forme originale d'expression populaire, le carnaval est aussi enraciné dans l'histoire des grandes familles de carnavaliers qui ont su perdurer la tradition tout en faisant évoluer son expression et ses représentations. Après Alexandre Sidreau, décédé en 1980, sa fille unique Annie, ne pouvant prendre sa suite car c'était un privilège réservé aux hommes et qui excluait les femmes, les carnavaliers Vincent Pignataro et Jean-Pierre Povignat se sont succédés pour réaliser la charge prestigieuse de constructeur officiel du char de Sa Majesté Carnaval. Avec leurs enfants et petits-enfants, ils continuent à partager la même passion du carnaval niçois. 5 générations de Povignat, Sébastien, Vincent, Jean-Pierre, le fils de Gilles, et Marie Povignat, la fille de Pierre, ont été formés avec beaucoup d'attention à toutes les disciplines des arts carnavalesques. Françoise Isaac Povignat, la femme de Pierre, est devenue la styliste costumière du char du roi, de la reine et des chars de la famille Povignat. Jean-Pierre Povignat, surnommé le magicien de l'animation et accompagné par l'imagier Loulou Schiaffino, a marqué les annales du carnaval en 1976 avec l'apparition du char de King Kong, un automate géant qui atteignait 9 mètres de hauteur grâce à l'utilisation de vérins hydrauliques. En 1984, il suspendit son fils dans la main de Gulliver. Les Povignat ont réalisé au cours de ces dernières années de superbes chars du roi et de la reine. En perpétuelle recherche de créativité, de renouveau dans le domaine de l'animation des chars et de la participation de groupes de danse, ils se tournent également vers les arts de la rue. En dignes ambassadeurs du carnaval de Nice, leurs créations carnavalesques sont invitées dans le monde entier. Vincent Pignataro succéda à Alexandre Sidreau, le père d'Annie, en 1981, pour réaliser avec l'imagier Damiano le char du roi. Et comme le veut la coutume, il marche devant le char du roi sur le corso. Son petit-fils Cédric prit le relais quelques années après son décès et se lança tout jeune dans la carrière de carnavalier avec Johan Garcia et le peintre Cédric Zizot. Son fameux char du Cyclope, réalisé d'après un projet de l'américain Chad Crow, a été exposé au Mucem de Marseille, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Cédric aime beaucoup collaborer avec les jeunes artistes contemporains comme Patrick Moya
et les carnavalescos brésiliens. Plusieurs familles de carnavaliers, sur plus d'un siècle et demi, comme les Signorelli, Faro, Depo, Durand, Ruzziconi, Vitali, Pedemonte, Trimarco et bien d'autres, ont par leur travail passionné et leur créativité contribué à faire du carnaval de Nice le plus important carnaval du monde après celui de Rio de Janeiro. Grâce à Anne Isidro, qui a créé l'association Carnaval sans frontières et a pu œuvrer à la réalisation de plusieurs carnavals dans plusieurs pays, des interactions nombreuses et des amitiés se sont créées entre tous les carnavaliers du monde. Et je vous fais remonter à la préhistoire. Vous savez qu'à Nice, la grande terre à matin date de 400 000 ans. Et à l'époque, le climat n'était pas le même. L'hiver, il y avait la neige, beaucoup de neige. Et à ce moment-là, le chef de tribu, l'homme préhistorique, était vraiment affolé. Il ne pouvait plus chasser, il ne pouvait plus faire la cueillette, il ne pouvait plus pêcher. Alors il fallait qu'il aille voir son sorcier, son chaman, et qu'il lui dise, écoute, fais quelque chose. Et je dois nourrir ma tribu, j'ai plus rien pour tenir un hiver. Et il allait revêtir son costume magique, son costume d'homme sauvage, son costume de passeur entre le monde des vivants, le monde céleste et le monde des ténèbres. À ce moment-là, il choisissait soit un costume d'homme sauvage animal, et parmi les animaux, il y avait des ours. Il y avait aussi des boucs, des chèvres, notamment parmi ces animaux. Et ce sont des animaux psychopompes. Qu'est-ce que c'est un animal psychopompe? C'est un animal aussi qui est un passeur entre le monde des ténèbres et le monde céleste. Alors une fois qu'il avait son costume d'homme sauvage, il lui fallait d'autres accessoires. Et il lui fallait un tambour. Il avait un tambour. Il lui fallait aussi un miroir pour entrer aussi en communication avec le monde céleste. Et puis, il avait inventé aussi une danse. Il tapait par terre avec ses pieds, une danse pour frapper le sol, réveiller le monde des ténèbres. Eh bien, ce costume, il a perduré tout au long des civilisations. Le carnaval, eh bien, on le retrouve partout. Il ne va pas s'appeler carnaval, on va le retrouver chez les Esquimaux, on va le retrouver chez les Japonais, on va le retrouver dans toutes les civilisations. Et c'est avec ce costume d'homme sauvage qui est un conducteur entre aussi des âmes des morts pour faire revenir le beau temps, la végétation. Après, il y a une autre symbolique, signification, c'est effectivement quel est le point commun entre l'homme préhistorique et l'homme d'aujourd'hui? Eh bien, nous avons un point commun, plusieurs même, on en a au moins deux. Primo, eh bien, on ne maîtrise pas la mort, donc on a peur de la mort comme l'homme préhistorique il y a 30 000 ans, 400 000 ans. Et entre autres aspects, on ne maîtrise toujours pas les tsunamis, les pandémies, on est bien placé en ce moment. Notre homme sauvage joue son rôle parce que avec son costume, il va chasser les esprits, il va chasser le mauvais sort. Et c'est pour ça que finalement, le carnaval a toujours survécu, passé les épreuves. Alors d'abord, c'était un carnaval agraire, dans un milieu rural, et c'est là, par exemple, ce carnaval, ces costumes d'hommes sauvages animaux qu'on va trouver dans toute l'Europe, notamment en Bulgarie, on a ces costumes d'animaux, et ça perdure, on a encore cette tradition. Mais ensuite, les villes vont se développer à partir du Moyen-Âge, et c'est pour ça qu'à Nice, on va avoir apparaître des carnavals urbains. Mais ces carnavals urbains vont reprendre ces costumes qu'ils vivaient dans les campagnes. Et il y a tout un folklore extraordinaire qui existe encore en Europe et sur d'autres continents, autour du thème du carnaval, toujours avec chasser le mauvais sort, faire revenir le beau temps. Autre aspect de ce carnaval et de ce costume, c'est le costume de l'homme feuillu. Le costume de l'homme feuillu va devenir un costume, par exemple, voilà un masque avec des feuilles. C'est-à-dire d'un arbre qui ne perd pas ses feuilles
l'hiver, et c'est pour ça que les feuilles de pin, le sapin est tellement important à Noël. Donc, parce que le cycle de carnaval va commencer juste au début de l'année. Je l'ai trouvé au Danemark. Mais il va y avoir au Moyen-Âge un théâtre, le théâtre de Erle du diable, Erlequinus, conducteur des âmes des morts, comme le joueur de flûte dans les contes de Grimm. Et Erlequinus a un costume d'homme sauvage, d'homme feuillu, et les feuilles vont devenir des losanges. Et au fur et à mesure, elles vont devenir les losanges de Harlequin. Harlequin est le descendant de l'homme sauvage feuillu qui conduisait les âmes des morts. Et ensuite, l'avatar de Harlequin, c'est Polyphilène, mais c'est le descendant de l'homme sauvage. Et la première symbolique du carnaval à Nice, c'est le paillasse. Le paillasse, l'homme de paille et de chiffon, qui est aussi cet émetteur, ce passeur. Et d'ailleurs, si on berne le paillasse, on le fait sauter dans un drap, et c'est pour entrer en contact avec le monde céleste et par terre, enfin, le sol. Et vous avez un superbe tableau à Madrid de Goya qui s'appelle El Pérez. Cette tradition de berner le paillasse existe encore. Voilà, donc ça c'est toute cette symbolique autour de l'homme sauvage, et les costumes ont tous une signification. Comment c'est né? Tout simplement, déjà, je suis tombé dans le carnaval petit. J'avais la petite fille d'un carnavalier qui était dans ma classe à l'école primaire, qui m'a ouvert les portes du carnaval. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser au carnaval, à fabriquer des petites miniatures, à apprendre à mouler, tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire des têtes pour mon village. Et ensuite, je suis rentré dans le carnaval, au début comme bénévole, puisque je suis maître d'hôtel de mes professions, et après j'ai intégré comme carnavalier professionnel pour une société de carnavaliers. Et puis j'étais collectionneur depuis ma tendre enfance, je collectionnais et je récoltais des archives aussi bien audio que vidéo sur le carnaval, et je souhaitais rendre hommage aux carnavaliers et rappeler aux souvenirs niçois et faire découvrir aux plus jeunes cette tradition. Et je me suis donné les moyens avec ma compagne et tout ça de créer ce musée, et ça a été 4 ans de travail pour le mettre en place, 15 ans de récolte d'archives et 4 ans vraiment pour pouvoir ouvrir ce musée. Eh bien, Annie, je l'ai connue tout simplement parce qu'elle avait fait une intervention à l'école quand j'étais petit, à l'école Pierre Merle. Elle avait fait une première intervention sur le carnaval, et donc du coup j'ai pu découvrir avec Annie en plus le carnaval davantage. Annie, tout simplement, c'est l'âme vivante du carnaval de Nice. Sans elle, on n'aurait pas pu avoir beaucoup de choses, dont les mémoires du carnaval, hein, parce que les livres qui existent sur le carnaval de Nice, c'est Annie qui les a fait. Sinon, on n'aurait pas de traces, proprement dites, à part des cartes postales du carnaval. Donc grâce à Annie, on apprend l'histoire du carnaval de Nice, donc notre identité et ce qui est notre tradition. Donc pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et donc à Nice, son travail nous a été très important quand on a dû créer ce musée, parce qu'on savait qu'à Nice, c'était le rêve d'Annie d'avoir un musée du carnaval. C'était pas pour faire de l'ombre à Annie, pour marcher sur ses plates-bandes, c'était vraiment pour le réaliser. On sait que Nice doit en faire un, mais je voulais vraiment que les anciens carnavaliers et l'historien du carnaval aient la chance de découvrir ce musée et fassent partie de cette aventure, réussissent à nous transmettre quelque chose de leur vivant. C'est pour ça que j'ai la chance, Annie, aujourd'hui, qu'elle soit ici, qu'elle vienne souvent nous rendre visite. Et grâce à elle, on a pu avoir beaucoup de pièces, dont certaines lui appartiennent encore dans ce musée. Et grâce à ses écrits, on a pu faire tous les panneaux explicatifs que vous avez dans le musée. Ça a été une source de recherche inestimable, l'essentiel d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de livres sur le carnaval, mais sur le carnaval de Nice, c'est Annie Sidreau. Là où je suis vraiment contente de l'avoir conseillé, si je peux dire, c'est que malheureusement à Nice, c'est très dur de trouver un espace honorable pour le carnaval, toujours en train de chercher. Et il a eu la chance d'avoir ce local, cet espace qui est magnifique, qu'il a su bien rentabiliser, bien mettre en valeur.
Il m'a épaté par la qualité de son travail, son obstination. Il a fait ça tout seul, sans aucune aide. Et bravo pour son opiniâtreté. Donc maintenant, nous sommes tout un groupe à nous soutenir et au contraire, ils nous servent alors de phare pour développer ce carnaval de notre culture, de notre identité. Et merci Sébastien. Merci à toi Annie surtout. Merci. Alors je m'appelle Johan Garcia, je suis avant tout passionné de carnaval depuis que je sais marcher à peu près et carnavalier depuis une bonne vingtaine d'années. Ça a commencé dans la petite enfance. Mes souvenirs conscients les plus anciens se passent au carnaval, c'est le carnaval 1987. J'ai commencé dès mes premières années à dessiner des chars de carnaval. À 7-8 ans, j'ai commencé à vouloir les fabriquer en Lego. Et puis on a eu un carnavalier qui est venu à l'école nous faire une initiation au carton-pâte. Du coup, je me suis senti pousser des super pouvoirs au lendemain, donc je me suis mis à vouloir fabriquer des chars de carnaval miniatures qui petit à petit se sont fait motoriser, se sont fait illuminer, se sont fait mécaniser, jusqu'à ce que je commence à organiser des défilés, des expositions de chars miniatures. J'ai organisé mon premier carnaval de Nice miniature en 2002. Et c'est à peu près dans les mêmes temps que je rencontre Annie Sidro, l'historienne du carnaval. Et c'était ma prof principale qui était ma professeure de français, qui était sensibilisée à ma passion et à mon projet de faire un carnaval miniature, qui m'a dit « Viens avec moi ». J'ai pris rendez-vous avec Annie Sidro qui était à l'époque à la direction de la culture, donc il y avait un petit bureau sur la place Masséna. Pendant qu'on était en train d'installer les illuminations à l'époque du carnaval 2001, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, je lui ai montré mes chars miniatures. Elle m'a dit « Écoute, moi je fais une exposition bientôt sur les carnavals méditerranéens, donc sur le carnaval de Nice, le carnaval de Viareggio, le carnaval de Patras en Grèce, et j'aimerais te prendre tes miniatures pour garnir l'exposition. » Et c'était notre première collaboration comme ça, et puis la passion du carnaval faisant son travail naturellement, on s'est retrouvés à se voir très régulièrement et refaire le carnaval. Donc Annie, ça a été une deuxième maman spirituelle du carnaval, on va dire, pour moi, et on a beaucoup discuté. On me racontait ses mémoires, on se livrait nos impressions, nos sentiments sur ce qui se passait, sur les virages qui étaient en train d'être amorcés, nos visions de l'avenir. Et ça a été quelque chose de vraiment très riche et passionnant. Et ça l'est toujours encore aujourd'hui. C'est une vision qui n'est pas seulement la mienne. On a monté ce projet à la base avec Oriane, qui est mon binôme dans notre aventure. Il y a également une partie de mon équipe, une équipe de fidèles qui m'a suivi aussi et qui me soutient dans ce projet. On veut vraiment en finir avec cette marche à pas forcer qu'a fait le carnaval, qu'a opéré le carnaval ces 20 dernières années vers, au nom du spectaculaire et de la contrainte technique, vers des produits qui sont polluants, qui sont néfastes, qui sont peu ou pas du tout recyclables. On veut essayer de revenir à certains fondamentaux. Donc on veut renouer petit à petit avec les leviers qui sont les nôtres à notre petit niveau, avec le carnaval du départ, où la population était vraiment invitée à participer et à prendre sa place au carnaval en tant que participant, mais également en tant que fabricant. Donc moi je rêve d'un carnaval où on va relancer des appels à projets pour que les uns et les autres puissent fabriquer leurs grosses têtes, puissent proposer leurs projets de chars, leurs projets de décors, et que chacun puisse prendre sa place et s'approprier de nouveau le carnaval. Et en parallèle de ça, l'autre aspect qui est très important et que l'on commence à petite échelle à mettre en œuvre sur notre première prestation en tant que fausse nouvelle équipe là, cette année sur ce carnaval 2022, puisqu'on a tous de la bouteille sur le carnaval, mais c'est un nouveau projet et une nouvelle aventure, c'est la dimension écologique.
L'avenir, ça peut être la technologie, mais ça ne se suffit pas en soi. L'avenir, c'est également prendre soin de la planète. Quand les gens viennent nous rendre visite et viennent voir les coulisses du carnaval, eh bien, moi je rêve d'un carnaval qui ne sente pas mauvais, qui sente la nature même. Voilà. Là, on est en train de mettre en place une nouvelle recette pour essayer de se substituer, de se dispenser au maximum des résines qui sont rentrées petit à petit dans la composition des grosses têtes, par exemple, en ressortant des techniques archaïques qui sont même encore plus vieilles que le carnaval de Nice lui-même. Voilà, on est vraiment à la recherche de remettre en valeur, pour ce qu'ils ont de bon et pour ce qu'ils ont d'écolo, les anciennes techniques de nos ancêtres, et bien d'essayer voilà, de repopulariser, de rendre de nouveau accessible et de rendre écolo le carnaval de Nice. Alors ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire en une année, c'est une révolution qui ne pourra être que progressive et que à petits pas. Mais on veut pas perdre de temps là-dessus et commencer dès que possible à l'enclencher, cette révolution. Bonjour. Alors, ce que fait une femme, tout dépend de l'entreprise et tout dépend de l'histoire de l'entreprise, je crois. Les femmes, généralement, elles vont faire tout ce que font les femmes, tout ce que faisaient les femmes dans les années 50. Elles vont faire tout ce qui nécessite de la patience, parce que les hommes n'ont pas de patience. Elles vont faire le papier, elles vont faire la couture, parce qu'elles ont de la finesse, tout ça. Donc fatalement, nous ici, je fais de la soudure, je fais du métal, je fais de la sculpture, je fais de la peinture. Ce qui m'intéresse, c'est quand ça change. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des recherches pour faire de nouvelles propositions. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qui se faisait avant pour s'en resservir pour le futur. Et je trouve qu'il y a quand même un pont dans l'histoire, c'est que c'est la question d'adaptation en fait. Carnaval, c'est hors norme, il n'y a pas d'école, on apprend tout sur le tas. Et c'est que s'adapter avec des nouveaux outils, des nouvelles possibilités, des demandes. C'est à chaque fois se suradapter et le pont il est là. Oui, je m'épanouis complètement. C'est que de l'adaptation, c'est que du travail sur... il y a un côté rallye, il y a un côté express, presque colonie de vacances où il va falloir être en non-stop. On fait des grosses doses de travail parfois complètement hors normes, quoi, où on est là le jour, la nuit, le matin, on petit déjeune ensemble, on vit ensemble. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est un top départ, il y a un voyage qui se déclenche pour Carnaval. Et ça, c'est ça qui me plaît. C'est une révolution depuis peu d'années. Les femmes arrivent à prendre leur place dans le carnaval. Et aussi bien à Nice qu'à Viarège avec Corinne Roger de Bigre, qui a obtenu plusieurs fois le premier prix de char, ou bien Rosa Magalhães à Rio de Janeiro, qui a remporté 7 fois le premier prix des écoles de samba, ce qui n'est pas rien. Et Clarisse Alandi à Notting Hill et surtout à Trinidad. En 2022, que nous allons avoir une femme directrice du carnaval. C'est la première fois et j'en suis très fière, très honorée. Une femme parce que j'étais là, parce que je connais Carnaval, parce que c'est une passion. Après plus de 33 ans dans les ateliers de l'Opéra de Nice, en qualité de scénographe et de directrice des ateliers de l'Opéra de Nice. Donc la partie artistique, la partie création, côté coulisses, l'ambiance qu'on peut trouver dans les ateliers du Carnaval, les odeurs d'huile, de peinture, de résine, ça m'est quand même très familier. Le Carnaval pour moi n'est pas non plus quelque chose qui date d'il y a 6 mois. J'ai eu la chance il y a plus de 20 ans de travailler un petit peu pour le Carnaval en qualité d'interface entre les imagiers et les carnavaliers. Et à cette occasion, j'avais rencontré Annie. Elle avait, je crois, la même énergie, si ce n'est qu'elle en a plus encore maintenant. Et elle m'a offert ce qu'elle est capable de donner, sa générosité, ses documents, la richesse de ce qui fait que c'est une femme debout, une femme active. Et elle m'a donné sans compter. Et Annie, pour moi, c'est mon mentor. On appelle ça au Japon, je crois que il y a les grands frères, moi c'est ma grande sœur. Et elle m'accompagne sur la route.
avec moi, avec l'ensemble des personnes avec lesquelles on a réfléchi. On a la grande chance aussi d'avoir un monsieur extraordinaire qui s'appelle Philippe Villamidjana, qui nous a rejoints dans la boucle et qui est quelqu'un qui vient de la télévision et qui nous apporte cet aspect qu'on avait un petit peu délaissé, ou en tout cas peut-être qu'on ne savait pas tout à fait bien faire, pour rendre ce spectacle visuel, télévisuel, l'exporter, l'ouvrir à l'international. Christian Estrosi voulait qu'on travaille sur quelque chose qui soit un petit peu avec des pistes d'évolution. Donc on a écouté la feuille de route qu'on nous avait donnée. Et à nous tous, avec nos sensibilités différentes, oui, les pistes d'évolution qui sont un village de carnaval, pour que carnaval vive en dehors des dates de Corso, de Corsi. Au-delà des thèmes qui sont donnés chaque année pour le carnaval, il faut que ça soit un carnaval des retrouvailles. Et retrouvailles avec ce qui fait, ce qui donne l'identité de ce carnaval. Et l'identité de ce carnaval, ce sont les Niçois. Il faut qu'on retrouve notre public niçois avec nous, il faut qu'on les rende curieux, il faut qu'on leur dise que non, ce n'est pas derrière des panneaux noirs, il y a tout ce qui peut se passer en dehors, et ça s'appelle la carnavaline. Donc il faut que cette effervescence, elle vibre en nous, elle vive en nous, mais il faut qu'on rééduque nos enfants, il faut qu'on leur transmette. Donc on voudrait que beaucoup plus d'associations, de quartiers, pas simplement dans leur quartier. Le carnaval doit aller vers les gens, mais les gens doivent venir dans le carnaval. Il faut qu'on puisse construire cette osmose. Il faut que nous, on soit en capacité de pouvoir nous remettre en question, avec nos sensibilités différentes, avec nos points de vue différents, avec la science, les informations que nous donne Annie, et ceux qui arrivent, les jeunes qui sont en communication à l'événementiel de la DRP. À nous tous, je pense qu'on va y arriver, et on doit y arriver. Annie Sidro, j'allais vous dire presque que je la connais depuis toujours. C'est un peu ce qui vient à l'esprit quand on parle d'Annie Sidro et de Nice et du carnaval. On définit tout le temps Annie Sidro en disant c'est l'âme du carnaval. L'âme du carnaval, c'est un peu la gardienne du temple. Voilà, elle est là pour à la fois rappeler ce qu'a été le carnaval, parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie. Hein, si on veut savoir où aller, il faut savoir d'où on vient, donc c'est quand même très très important. Et en même temps, elle est toujours présente pour l'aider à se moderniser. Il y a une ambiguïté entre l'aspect folklore et tradition et l'aspect culture. Si on regarde l'aspect culture-tradition, on peut le rattacher à la fête des Mai, on va le rattacher à des coutumes, j'allais dire. Le carnaval, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait partie en fait de notre culture provocatrice. De tout temps, la culture niçoise a été une culture qui a provoqué. Elle a provoqué quand elle a fait son premier festival de jazz au Monde à Nice. Elle a provoqué quand les cinéastes ont créé pour la première fois la nouvelle vague avec Truffaut à Nice, à la Victorine. Elle a provoqué avec tous les artistes de l'école de Nice qui tous ont été des provocateurs dans ce qu'ils ont fait. Et le carnaval était quelque chose de provoquant. Quand on se moquait des seigneurs, on se moquait des grands, c'était une soupape, j'allais dire. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais c'est le carnaval de Nice qui a inspiré de grands carnavals à travers le monde et non l'inverse. Voilà. Ce que je peux regretter, c'est que, mais qui n'est pas du tout quelque chose de définitif, parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, que ce soit à l'Opéra, que ce soit au Théâtre de Nice, que ce soit à la Villa Arson, que ce soit un peu partout dans la ville, des responsables culturels très à l'écoute de ce qu'est la ville et de quelles sont ses forces en matière culturelle. Ces forces d'ailleurs, il va falloir les mettre en valeur, et les mettre en valeur de façon considérable, si l'on veut que Nice soit capitale européenne de la culture en 2028. Et là-dedans, je n'exclus pas le rôle du carnaval. Tout ce que je souhaite, c'est que, par exemple, le carnaval retrouve un peu plus ses racines en faisant un peu plus appel aux artistes niçois, aux artistes locaux, qui ont beaucoup de choses à montrer, à dire, et qu'on pourrait peut-être faire travailler un peu plus. On devrait pouvoir, pendant la période du carnaval, faire en sorte que dans chacun des musées, quelque chose rappelle le carnaval.
Et on a la chance d'avoir dans les artistes contemporains des artistes niçois, ou sinon niçois en tout cas, qui ont beaucoup marqué la vie niçoise, qui ont des personnages très carnavalesques. Si l'on regarde l'œuvre de Niki Saint-Phal, c'est presque des personnages de carnaval qu'elle a fait. Si l'on regarde Moya, ce sont vraiment des personnages de carnaval. Si l'on regarde ce que fait Jean Masse, c'est du carnaval. On peut rattacher beaucoup de nos artistes à ça. Et puis de retrouver des choses qui existaient auparavant. Alors je sais que par exemple, notre ami Bertrand Rossi, qui est le directeur de l'Opéra de Nice, a dans l'idée de reprendre le Béglione par exemple, qui était quelque chose qui était très important. Le Béglione, pendant le carnaval de Nice, c'était une soirée plutôt chic, plutôt huppée, qui se faisait dans des grands hôtels à Nice, mais masquée, presque à la vénitienne. Ce que je souhaite aussi, mais cela a commencé involontairement avec le Covid, puisque mon été à Nice nous a obligés à aller un peu partout dans la ville et ne pas rester enfermés dans ce qu'étaient nos institutions, comme le théâtre, l'opéra. Ils sont tous sortis de leurs portes pour aller un peu partout dans les quartiers. J'aimerais que le carnaval retrouve un peu cette espèce de tradition, d'être un peu plus partout dans la ville, de s'étaler un peu plus partout dans la ville, et montrer un peu plus que cette culture, c'est une culture niçoise. Ce n'est pas un événement international, c'est un événement niçois qui doit avoir un rayonnement international, ce qui n'est pas la même chose. Écoutez, Annie, moi je la connais depuis toujours parce que quand on est niçois, qu'on aime sa ville et qu'on aime le carnaval de Nice, on ne peut pas ne pas connaître Annie Sidreau. Donc Annie, je la connais depuis plus de 40 ans. C'est, comment dirais-je, c'est la Bible du carnaval. Et je dirais même que c'est la Bible des carnavals. Parce que dans ce domaine, d'abord elle est passionnée évidemment, mais elle connaît tout. Et d'ailleurs, souvent, on l'étiquette comme l'historienne du carnaval. Elle n'aime pas trop cette appellation parce qu'elle n'aime pas être dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire, c'est quelque chose d'un peu statique. Elle aime être dans l'action. Mais ceci étant, il faut quand même reconnaître que c'est l'historienne du carnaval avec un grand H. Elle a beaucoup apporté au carnaval de Nice, bien sûr, dont elle a toujours été extrêmement proche, avec un œil toujours ouvert et critique. Et c'est bien. Le carnaval de Nice, c'est à la fois une tradition très ancienne, c'est une tradition aussi qui a été organisée depuis bientôt 150 ans, ça fera 150 ans en 2023 sous sa forme actuelle, mais en même temps c'est quelque chose qui est vivant, qui bouge, qui évolue. Et là-dessus, Annie est toujours une force de proposition, avec non seulement un œil critique, mais des propositions qui sont constructives. Non seulement parce qu'elle plonge sa réflexion dans le carnaval de Nice, qu'il ne faut pas dénaturer, et en même temps il faut le faire évoluer. Nous l'avons expérimenté avec Annie il y a maintenant près d'une dizaine d'années, la première fois où nous avons participé en Chine à un carnaval, au carnaval de Macao. Et puis, il y a maintenant quelques années, nous avons exporté le carnaval de Nice. Alors là, pour le coup, grandeur nature en Chine, d'abord dans la ville de Xiamen, avec laquelle la ville de Nice est jumelée, puis ensuite dans la ville de Ningbo, où là, nous avons fait une édition complète du carnaval de Nice, où les chars sont partis en Chine par bateau, où il y avait près de 300 personnes sur place, et où l'événement a attiré 200 000 spectateurs et 100 millions de téléspectateurs, ce qui a été une vitrine à la fois pour le carnaval de Nice et pour la ville de Nice en Chine tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs les choses sont liées puisque la ville de Nice est devenue la première ville pour le tourisme chinois après Paris en France et la ville la plus connue en Chine avec Paris. Donc le carnaval y a participé. Donc vous voyez, c'est un vecteur extrêmement important à la fois pour montrer notre savoir-faire, pour montrer cet art populaire. Et n'oublions pas que Nice est capitale
est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Le carnaval va faire partie de ce patrimoine culturel, à n'en pas douter. Et donc je crois que là aussi Annie a beaucoup à apporter dans les mois et les années qui viennent pour que dans le dossier de candidature de Nice, le carnaval figure en bonne place parce qu'il fait partie effectivement de notre ADN, de la France et de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes quand même le premier carnaval européen, le plus important, le plus populaire aussi, et nous entendons bien non seulement le rester, mais renforcer encore cette place et faire en sorte que ce carnaval soit de plus en plus ouvert sur toutes les populations. Évidemment, il y a des personnes âgées qui viennent voir ça en spectateur, mais il y a de plus en plus de jeunes qui viennent voir ça en tant qu'acteurs du carnaval, qui viennent se déguiser, etc. Avec Annie, nous avons beaucoup poussé pour que les personnes qui viennent déguiser au carnaval de Nice entrent gratuitement, c'est ce qui se fait aujourd'hui, et nous avons donc de plus en plus de jeunes qui viennent participer à la fête, et pour les jeunes, le carnaval, c'est pas un spectacle statique, croyez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement entraînant. Et puis nous avons aussi initié un carnaval gay, qui est aussi la transgression et qui est tout à fait l'esprit du carnaval et qui a toute sa place, et plein d'autres événements encore sur lesquels Annie a toujours son mot à dire. Alors, vous savez, Annie, il faut qu'elle participe. Pas rester dans son coin, c'est pas possible. Donc, nous avons été ensemble au carnaval de Rio. Une anecdote formidable d'ailleurs, c'est elle par ses relations, parce que Annie a des relations au niveau des carnavals du monde tout à fait incroyables. Elle vous ouvre, quand vous allez quelque part, elle vous ouvre toutes les portes. Tout le monde la connaît et tout le monde l'apprécie. Et tout le monde la reconnaît pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, avec respect. Et lorsque nous sommes allés au carnaval de Rio il y a plus d'une dizaine d'années, par ses contacts et ses relations, on avait pu mettre, c'était l'année de la France au Brésil, et on avait pu mettre le carnaval de Nice à l'honneur au carnaval de Rio, qui est quand même le premier carnaval du monde. Et donc le grand char, le plus grand char de l'école de samba qui s'appelle Grande Rio, était à l'effigie de Triboulet, le roi carnaval de Nice. Et donc ça, on le doit évidemment à Annie, qui avait permis de nous mettre en relation de façon extrêmement intéressante. Mais une fois que nous sommes arrivés à Rio, donc toutes les portes se sont ouvertes. Lorsqu'il fallait faire la queue pour aller quelque part, Annie arrivait, on passait devant tout le monde, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais toutes les portes s'ouvraient. Elle a un tissu relationnel à Rio absolument phénoménal. Et puis évidemment, Annie, au moment du défilé, je l'ai perdue de vue, j'ai dit mais où est-elle passée? Je commençais à m'inquiéter parce que nous étions dans une loge en train de regarder passer le carnaval, et tout à coup, parmi évidemment les danseurs et les personnages qui défilaient dans l'école de samba de Grande Rio, il y avait Annie Sidro, qui était évidemment en costume, avec un uniforme, une casquette, etc., et qui a fait tout le défilé. Bon, voilà, c'est Annie, je l'avais perdue 5 minutes, mais elle est réapparue sur le corso, et puis une fois que le corso était terminé, elle nous a rejoints, parce qu'évidemment, tout ça se terminait en buvant une caipirinha, dont elle est une adepte, et moi aussi d'ailleurs.